Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos sur Charles Baudelaire, cette fois-ci, son œuvre, son temps, les différents mouvements également auxquels on aime le rattacher, parce que les gens, ils aiment, comme je vous disais, hein, mettre les écrivains dans des tiroirs et pouvoir ouvrir le tiroir du romantisme et dire «Ah, Baudelaire, il était là». On verra dans son cas que c'est un peu... ou alors il n'y était pas. Bon, on verra dans son cas que c'est un peu, à mon sens, plus compliqué. Alors, cette série de vidéos, je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer pour une raison simple. C'est que, bon, alors, l'œuvre, disons, purement littéraire, purement qui serait du cadre de la fiction, purement poétique de Charles Baudelaire, ce sont Les Fleurs du Mal d'un côté et Le Spleen de Paris. D'un autre, si tant est, qui est de côté vraiment. Enfin, voilà. Là encore, je pense que les choses sont un peu plus compliquées, mais on verra ça ensemble. Alors, au départ, moi, ces vidéos, je les fais pour mes étudiants d'IB qui étudient, eux, le spleen de Paris. Mais, de deux choses l'une, à ma connaissance quand même, enfin, j'imagine, ça fait longtemps que je l'ai passé, moi, mais j'imagine qu'au baccalauréat, on étudie quand même encore un petit peu Charles Baudelaire. Et je crois savoir qu'en maturité sont proposées l'étude des fleurs du mal. Il se pourrait également que l'étude des fleurs du mal arrive au programme, ça a été évoqué dans une tempétueuse réunion, qu'elles arrivent au programme en 2i. Et donc il y a la possibilité, si demande m'est faite, également de parler plus longuement que ce que j'ai prévu là des fleurs du mal. Je dis plus longuement que ce que j'ai prévu parce que il est difficile au fond de parler du spleen de Paris, c'est-à-dire de la poésie en prose, sans du tout évoquer la poésie en vers, laquelle qui plus est dans un premier temps laquelle est magistrale. Déjà, ce serait quand même dommage de nous priver de la lecture et de la résonance de l'immense poète. Mais en plus, terme qui est cher à Baudelaire, il existe entre la poésie régulière, entre cet alexandrin parfaitement travaillé. Peut-être je ferai un tout petit peu de prosodie. Le prosodie, c'est un peu difficile, mais j'en ferai peut-être un tout petit peu. Cet alexandrin extraordinairement travaillé par Baudelaire, ce serait quand même dommage de s'en priver. Et comme il l'aimait bien lui-même, comme je disais, voir aussi certaines correspondances qu'il peut y avoir entre les deux œuvres. Donc voilà la difficulté face à laquelle je suis. Bon, déjà Baudelaire, disons-le clairement, c'est un monument et on peut pas passer comme ça. Enfin, on peut passer devant un monument en 10 minutes, vous me direz. On peut passer devant la Tour Eiffel sans même la regarder, ou devant l'Arc de Triomphe, ou ce que vous voulez, ou la porte avec l'ours là à Berlin. Bon, voilà. Mais un monument, c'est quand même bien de s'y arrêter un petit peu. Donc je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Ça dépendra un peu de vos demandes. Je vais quand même essayer de centrer ça le plus possible sur l'étude du spleen de Paris, en évoquant peut-être seulement, pour ce qui est des fleurs du mal, non pas du coup justement la partie fleurs du mal ou la partie spleen et idéal, mais peut-être plus strictement les tableaux parisiens. Mais avant toute chose, j'aimerais, vous connaissez ma faiblesse pour les choses historiques, je vais essayer, là encore, sans prendre trop de votre temps, de resituer le poète dans son époque, qui est assez singulière. La vie de Charles Baudelaire, c'est une vie brève, hein, n'est-ce pas? Il est mort à 46 ans, il a été emporté par sa mauvaise vie, disons, hein, par une sorte de... Alors, je suis pas médecin, mais en gros, si vous voulez, je vous retrouverai le truc exact. En gros, une dégénérescence du cerveau liée à la syphilis, qui fait que le pauvre n'a pas vraiment pu travailler comme il aurait voulu dans les dernières années de sa vie. Donc, 1821, 1867, 46 ans, c'est une vie courte, et qui est juste à la moitié du siècle, avec toutes les transformations et tous les chamboulements que cela implique dans la vie de l'homme, ainsi que dans une œuvre littéraire qui se veut éminemment moderne. Voilà. Charles Baudelaire, romantique ou pas romantique?
Voilà une bien drôle de question. Romantique par définition, puisque dans les années 1840, donc bien avant la première publication des Fleurs du mal, pardon, Charles zone un peu. Il vit la vie de bohème dans le Paris des années 1840. Il zone avec ses potes, et ses potes, c'est par exemple, pour citer les plus célèbres, Gérard de Nerval et Aloysius Bertrand. Et vous avez un petit groupe de gens comme ça qui se font appeler par ironie, par sarcasme, les petits romantiques et qui vont venir ensuite dans les années 50. Alors il faut savoir qu'en 1840, ces gens ne publient pas grand-chose, quelques petits poèmes dans de petites revues. Ils ont du mal à exister parce qu'ils sont écrasés par ceux qu'on pourrait appeler par opposition à eux les grands romantiques. Et je m'en vais maintenant vous expliquer tout ça. Donc ils vont former ce qu'on pourrait appeler la dernière génération du romantisme, celle qui va précéder ensuite, disons, les auteurs plus clairement réalistes ou symbolistes, lesquels sont teintés de romantisme aussi. On va essayer déjà dans un premier temps de redéfinir ce terme, de bien comprendre ce que c'est que le romantisme, de comprendre peut-être aussi que c'est un sentiment puissant de l'âme qui transforme toutes les formes de l'art, dans tous les arts, et qui ne s'arrête pas à une date. D'une certaine manière, vous et moi, quand nous lisons un texte, nous le lisons avec des yeux romantiques. Voilà, c'est-à-dire que le romantisme est venu s'opposer à la fin du XVIIIe siècle à une vision qui était considérée trop normée, trop réglée de l'art, qu'on a appelé justement au début du XIXe siècle le classicisme. Et le romantisme est venu renverser tout ça. Et depuis, il n'y a pas grand-chose, peut-être l'art extrêmement moderne, il n'y a pas grand-chose, et même l'art moderne ou l'art conceptuel, il est teinté d'une perception romantique en fait. Voilà. Donc, on va essayer à la fois de définir clairement ce que c'est que le romantisme, en quoi est-ce que nous aussi, peut-être d'une certaine façon, quand nous lisons un texte, nous le lisons avec, ou quand nous voyons une œuvre, ou quand nous écoutons une musique, nous l'apercevons avec un œil, avec un esprit, avec une oreille qui elle-même est romantique. Et puis on va essayer quand même de brosser rapidement une histoire des romantismes. Alors je propose de commencer peut-être par la perception, disons, historique de la chose, encore que, écoutez, je ne sais pas trop, comme ça va me venir de la manière la plus naturelle. Vous le comprenez bien, vous le sentez bien, tout ici n'est que question de définition. Si on garde du romantisme, l'idée que c'est avant tout l'art centré sur l'émotion du sujet devenu un individu, alors vous et moi, nous sommes romantiques. Voilà. Si vous prenez la définition des Vigny et des Victor Hugo et que vous dites oui, le romantisme, c'est l'homme dans la nature. L'homme dans la nature. Regardez aujourd'hui comme les gens adorent faire des balades, comme les gens adorent faire des promenades en forêt, des promenades en montagne, comme ils s'y retrouvent face à l'immensité puissante des choses. C'est encore là. Si vous dites c'est l'homme face à la mélancolie et face aux ténèbres, eh bien aujourd'hui encore, combien de mélancoliques et de ténébreux, voilà. Nous n'avons pas cessé d'avoir une perception romantique, mais je veux vraiment garder, si vous voulez, la pointe qui pour moi est sociologiquement la plus importante. Parce qu'au fond, les ténèbres et la nature et le romantisme noir, ça c'est des effets formels qui sont cantonnés à une époque. Par contre, sur le plan
idéologique de l'œuvre d'art. L'idée que l'œuvre d'art est tournée avant tout sur l'émotion du sujet, conçu comme un individu, alors là, on est tous en plein dedans. On n'est pas sorti du romantisme. Il a varié, il a évolué. De Jean-Jacques Rousseau à Bibi, il y a eu deux, trois trucs, hein, voilà, faut en convenir. Si on prend un romantisme flamboyant à la Victor Hugo, qui est dans la croyance et dans l'idéologie politique, bon ben, nous sommes les petits-enfants, voire vous, les arrière-petits-enfants, des gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et par rapport à la dimension enflammée des idéologies, c'est créé quand même un petit peu, pour citer Madame Nathalie Sarraute, ce qu'on pourrait appeler l'ère du soupçon. Voilà, c'est-à-dire que vous entendrez beaucoup l'esprit critique, il faut travailler son esprit critique, en gros il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on entend. Les gens des années 30 n'étaient pas tout à fait dans cette perspective, ils étaient au taquet, un petit peu trop d'ailleurs, ça a conduit à deux, trois conneries cette affaire-là. Mais vous voyez, néanmoins, l'émotion du sujet conçu comme un individu, c'est vous et moi. Donc nous sommes romantiques. En fait, il y a une rupture de paradigme, on pourrait dire, dans la conception de l'œuvre d'art. Et je crois que cette rupture, elle est liée à une véritable transformation de la société que je situerais. Encore, si tant est que c'est à situer, vous trouverez toujours des exemples antérieurs, des contre-modèles, voilà. Si elle devait être située, je la situerais autour de la fin du XVIIIe siècle, et je la crois fondamentalement contemporaine de la chute des régimes monarchiques. Parce que c'est au moment où les monarchies absolues s'effondrent, c'est-à-dire quelque part alors elles peuvent ne pas s'être effondrées politiquement de suite, mais s'être effondrées quand même dans l'esprit des gens. À partir de la Révolution américaine, et ensuite la Révolution française, et ensuite le grand feu de révolution européen, qui est celui de 1848. Vous voyez, tout ce feu politique, il est venu initialement, j'évoque peut-être incendie là encore, il est venu d'une flamme, hein, n'est-ce pas, d'un feu intérieur, quoi. Les gens en avaient un petit peu marre. Et c'est une transformation de la conception de l'individu, en fait. L'individu, on a eu marre d'être le sujet d'un roi, et il a voulu devenir le citoyen d'une nation. Et en même temps qu'il devient le citoyen d'une nation, il commence à se concevoir lui-même en tant qu'individu, c'est-à-dire entité indivisible. Voilà, vous n'êtes pas divisible de vous-même. Voilà, c'est a priori, que je sache. Et pensez justement, pour ceux qui sont avec moi, à l'étude que nous faisons de l'œuvre d'Henrik Ibsen, Une maison de poupée, c'est la revendication même du droit individuel, non plus pour les hommes, mais pour les femmes. C'est-à-dire, il y a une société, mais moi, en tant qu'individu, j'ai le droit d'accepter ou j'ai le droit de refuser cette société. Et ça, c'est un acte, monsieur, dame, c'est un acte révolutionnaire. Voilà. Et c'est ça qui a conduit en partie. Il y aurait deux, trois autres phénomènes, peut-être parce que les gens n'avaient pas trop de pain à bouffer, ou qu'il y avait des taxes sur le thé qui ont un peu emmerdé tout le monde. Il y a évidemment beaucoup plus de phénomènes qui disons, impliquent une révolution politique, mais une révolution politique est née quand même au départ dans la tête des gens, dans la tête de quelques-uns d'abord, et puis cette idée elle se diffuse et elle commence à parvenir au plus grand nombre. Et observer nos sociétés. Alors, je vous l'accorde, hein, toute société a ses défauts. Peut-être aujourd'hui, sommes-nous trop individualistes. On entend souvent ça, est-ce que les gens sont individualistes, etc., etc., etc. Mais l'individualisme en tant que conception du jeu, qui pense, ou qui essaye, disons, de penser le monde de manière, si vous voulez,
unique. En art, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'impressionnisme. Ça donne l'idée que le monde n'est pas tel qu'il est, mais qu'il est tel que je le perçois. Voilà. Et ça, c'est une transformation fondamentale. Parce que du coup, vous avez le droit de percevoir le monde, j'ai le droit de percevoir le monde. Voilà. L'art classique, ça n'est pas ça. L'art classique, le ciel est bleu et l'herbe est verte. Dans l'impressionnisme, c'est l'herbe qui peut être bleue et le ciel qui peut devenir vert. Et c'est une véritable transformation de la conception que les gens ont de la société et d'une perception individuelle du soi qui implique le droit de dire ses émotions profondes. Voilà. Fini le moi qui est haïssable. Au contraire, le moi devient adorable. Fini la passion destructrice et la sainte mère raison. Au contraire, j'embrasse la passion, je m'enflamme. Et cet acte enflammé, ça peut aussi être la passion politique avec laquelle nous nous sommes depuis la dernière guerre mondiale et depuis les effluves de passion et de feux atomiques qu'elle a provoqués, nous sommes devenus un peu plus nous revenons un peu à une vision peut-être un peu plus raisonnable sur ce plan-là. Mais sujet, voilà, dès la première strophe. Pas comme vous faites, parce que je sais que certains d'entre vous étudient les poètes de la Renaissance, les Ronsard, les Dubélé, les Dora et autre chose un peu. Moi c'est pas c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon kiff, hein, comme on dit. Bon, mais eux justement, l'individu, le jeu portait un certain lyrisme, c'est-à-dire qu'il devait résonner dans tous les autres jeux du monde avec cette vision universaliste propre à la littérature classique. Le jeu apparaissait souvent dans la deuxième strophe. Là, le jeu, il est dès la première strophe, il est jeu de suite, il est même dans le titre. Tiens, c'est jeu, tiens, moi, mon émotion, mes sentiments, ma passion dévorante, ma mélancolie. Voilà, c'est de ça que le poète romantique veut parler. C'est de ça que le musicien romantique, pensez à Chopin. Chopin ne se pose pas la question de savoir si la première phrase, la deuxième phrase, et si ça fonctionne ensemble, et si ça marche en 4 temps. Non. La musique, elle va au rythme de l'épanchement de l'âme. Nom de Dieu. Voilà. Pensez aux grands drames cinématographiques. On veut pleurer, on veut rire, on veut que l'émotion soit la force première de l'art. On veut voir le déchirement de la passion humaine sans catharsis. Voilà. Parce que nous-mêmes, nous devenons du coup des êtres torturés et des êtres déchirés. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans l'adolescence. Voilà. Donc voilà. Et cette conception, elle n'a pas beaucoup changé. Nous n'habitons plus le terme de passion comme quelque chose de négatif au nom de la sacro-sainte raison. Nous ne cherchons plus à être sur nous-mêmes empereur comme empereur de l'univers. Je ne sais plus exactement comment il le dit. C'est Horace, ça. Non, au contraire. On accueille la passion. La passion est même devenue une idée positive. Alors je dis pas la passion au sens ma passion c'est le vélo ou ma passion c'est les jeux vidéo. Voilà. Au sens, par exemple, au XVIIIe siècle, au sens de passion amoureuse. C'est beau pour nous la passion amoureuse. Ça n'est pas un acte destructeur. Voilà. Et même quand elle devient un acte destructeur, eh bien, nous y voyons une puissance, une beauté. Et tout ça, au fond, mes chats, tout ça, c'est du romantisme. Voilà. Donc, vous, moi, Charles, Jean-Jacques, voilà. Nous sommes tous d'une certaine façon romantiques parce que c'est. Et pareil, j'évoquais la peinture abstraite ou immédiatement contemporaine, sans titre. Mais quand vous êtes face à cette espèce de truc qui est tout noir et qui est sans titre, mais en fait, qu'est-ce qui va en donner le titre? L'émotion que l'observateur va recevoir. Voilà. Tiens, peut-être j'accueillerai
Nico, s'il veut bien venir faire une vidéo là-dessus avec moi. Je vais accueillir des guests aussi. Un peu comme en théorie de la connaissance, il va y avoir des guests à un moment donné. Faut que ça se lance un peu tout ça, mais voilà. Voilà. Donc, déjà, premier point, nous sommes tous romantiques et parce qu'il y a eu une transformation profonde de la conception du sujet dans le monde. Voilà. Le sujet a arrêté d'être sujet du roi et il a voulu devenir, il est devenu, en tout cas en Europe, en Occident, il est devenu citoyen d'une patrie, citoyen d'une nation. Et en devenant citoyen d'une nation, il a dit non mais moi je veux voter, ma voix compte. En tant qu'individu, j'ai le droit de dire le oui et le non. Voilà. C'est pas le roi, non, ou le duc, ou le baron, ou non, c'est moi, c'est Bibi. Et du coup, fin des tragédies, naissance du drame. Hein. Le romantisme, c'est principalement, alors, il y a de grandes tragédies romantiques, hein, mais le romantisme, c'est principalement le drame. Par exemple, Ibsen, il n'écrit pas une tragédie, il écrit un drame bourgeois. Qu'est-ce qu'il diffère entre la tragédie et le drame? C'est très simple. Dans la tragédie, vous êtes condamné parce qu'arrière-grand-papy a fait bouffer ses enfants à arrière-grand-tonton. Vous êtes condamné par une destinée funeste et parfois c'est même pas de votre faute, c'est même pas votre responsabilité. En fait, il y a une punition divine et j'expliquais ça un peu dans Incendie déjà. Cette punition divine, elle court sur 7 générations. Vous êtes la 3e, la 4e, la 5e, la 6e génération. Vous n'y êtes pour rien, mais ça vous tombe sur la tronche. Alors que dans le drame, au fond, alors ça peut venir de votre mauvaise éducation. Le mauvais père, de votre mauvaise vie, le mauvais fils. Mais dans le drame, le personnage fait des choix et ces mauvais choix le conduisent à une fin funeste parce que le personnage est un individu. Voilà, c'est un individu libre de choisir entre le bien et le mal. Voilà, c'est un individu qui a une conscience qui lui est propre. Alors pour nous, tout ça, ça a l'air d'être des évidences, mais en fait, c'est et je pense que ça a quand même toujours plus ou moins été, parce qu'entre ce que la forme de l'art dit des gens et ce que sont les gens, il y a une nuance à trouver, là aussi. Voilà. Eh bien, c'est quand même des choses qui nous semblent évidentes et qui se sont imposées progressivement. Alors, avant, donc, du coup, et d'ailleurs, quand vous lisez Baudelaire, vous trouvez que c'est beau, et vous trouvez que c'est beau parce que ça touche au cœur, voilà, quelque part. Parce que il y a des profondes mélancolies donc oui, évidemment, Charles Baudelaire est romantique. Il reste à définir son romantisme parce que c'est un romantisme tout à fait singulier. Ça n'est pas le romantisme de Jean-Jacques Rousseau. Ça n'est pas le romantisme d'Alfred de Vigny ou de Victor Hugo que vous connaissez mieux. Ça se passe pas dans la nature. C'est un citadin, Baudelaire. Ça se passe dans la ville. Voilà, c'est un romantisme urbain. Et je vais essayer quand même de bien expliquer tout ces romantismes de manière à pouvoir arriver à celui de Baudelaire et de ses potes avec lesquels il zone dans le Paris des années 1840. Le terme même de romantisme est confronté à un problème de taxinomie historique. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la science de la classification. Où situe-t-on le romantisme? Alors, et vous pouvez trouver, si vous écoutez d'autres vidéos, dans les cours de vos profs, vous pouvez trouver une taxinomie différente de la mienne. Moi, je vous dirais volontiers, c'est ma perception, mais j'en ai expliqué la sociologie préalablement, qu'il y a 3 temps majeurs du romantisme. Il y a donc, pour moi, en France, 3 romantismes, même si le premier est un peu plus discret. Il y a le premier romantisme du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Il y a ensuite le second romantisme qui, dans certaines taxonomies françaises,
notamment en littérature, est appelé le premier romantisme, et dans ce cas-là, on vous dira qu'il y a un pré-romantisme et un premier romantisme. Moi, je parle tout simplement de second romantisme. Et là, c'est celui de la bataille d'Hernani. Voilà. Là, il fallait avoir 20 ans à la bataille d'Hernani. Si vous n'avez pas 20 ans à la bataille d'Hernani, vous êtes hors jeu. Et donc, vous êtes hors jeu, vous n'avez pas 20 ans à la bataille d'Hernani, ne vous inquiétez pas, il vous reste le troisième romantisme, celui sur lequel on se concentrera plus encore, celui d'Aloysius Bertrand, celui de Gérard de Nerval. Philippe Gautier est un peu entre les deux, et bien évidemment celui de Charles Baudelaire, c'est-à-dire celui qui va aller encore plus loin dans la recherche des formes nouvelles, et pourquoi pas un quatrième romantisme qui serait celui d'Arthur Rimbaud, alors à ce moment-là, pourquoi pas, hein, voilà. Peut-être qu'il y a ensuite un cinquième, un sixième, parce que comme j'ai dit, on n'a pas vraiment cessé d'être romantique, mais s'il faut ranger un écrivain dans un tiroir, parce qu'on aime bien avoir des petits tiroirs et des petites fiches bien ordonnées, alors nous pourrions dire qu'il existe trois romantismes. Le premier de ces romantismes, c'est pour moi celui de la fin du XVIIIe siècle, et j'ai tenu à faire cette partie parce qu'elle peut être importante pour ceux d'entre vous qui passent la maturité, parce que je me suis rendu compte lors d'un remplacement que j'ai fait que vous étudiez en maturité Denis Diderot. Et justement, le premier romantisme, il va arriver un peu après l'œuvre de Diderot, et il s'oppose d'une certaine façon à son profond rationalisme. Donc, le premier romantisme, fin du XVIIIe, c'est pour moi, c'est une évolution de l'esprit des Lumières. Voilà. Et je vais tâcher là maintenant de me concentrer rapidement, hein, parce que c'est pas vraiment le... Alors, c'est pas le centre de notre sujet, et ça l'est. Et ça l'est. Je souligne immédiatement à votre attention pourquoi. Quand la ville, chez Charles Baudelaire, devient absolument insupportable, alors il y a le voyage. Il y a le voyage d'esprit, il y a le voyage rêvé. Et souvent, dans ces voyages, on va sur des rivages, sur des îles lointaines, où on trouve un peuple beau et merveilleux, préhistorique, qui est le fantasme, si vous voulez, du bon sauvage. Et ce fantasme du bon sauvage, il ne le tient pas de rien, Charles Baudelaire. Il le tient d'écrivains comme René de Chateaubriand et Jean-Jacques Rousseau. La pensée de Rousseau, parce qu'on j'évoquerai Joseph de Maistre, on pense souvent à Joseph de Maistre, on lit souvent Baudelaire à de Maistre, notamment sur le problème de la double postulation qui est profondément mestrienne. Voilà. Mais sans doute lui-même, dans son anarchisme de droite, il a voulu le cacher, sans doute qu'il ne le supportait pas lui-même, mais il y a des aspérités dans certains poèmes, et peut-être, tiens, je finirai cette partie en lisant, il y a des aspérités chez Baudelaire profondément rousseauistes. Charles Baudelaire, sa personne en tant qu'individu, c'était quelqu'un de beaucoup plus humaniste, et qui regardait la misère des humbles avec beaucoup plus de tendresse que son œuvre ne veut le faire croire. Et ses voyages lointains et rêvés sont teintés d'un espoir rousseauiste absolument puissant. À partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on pourrait dater ça, parce que les gens aiment bien dater, on pourrait dater ça à la mort de Montesquieu, 1748, voilà, l'esprit des lois. Commence à se développer une idéologie nouvelle partout en Europe, mais nous on va se concentrer sur le cas français et suisse, qu'on pourrait définir comme étant l'idéologie
des Lumières. C'est d'ailleurs tiré de cette phrase de Montesquieu. Comment est-ce il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Et donc ce projet des Lumières, bien c'est justement d'apporter la lumière de la connaissance au milieu de la nuit obscure, de l'obscurantisme, notamment de l'obscurantisme religieux, et de remettre, par des petits coups de pique comme ça, hein, acérés, de remettre en doute progressivement, par l'ironie, dans l'esprit des gens, l'autorité royale et son arbitraire. D'ailleurs, les pensées... On évoquait Denis Diderot, mais on pourrait penser aussi à François-Marie Arouet, Voltaire. La philosophie des Lumières, parce qu'eux-mêmes se revendiquent, ils se disent philosophes, elle est souvent le fait de gens qui viennent de la bourgeoisie et qui rêvent à une élévation sociale, et qui sont contraints. Je sais que vous étudiez le mariage de Figaro, Beaumarchais. Pensez à justement cette plus grande tirade du théâtre pré-révolutionnaire, le monologue de ce plus grand monologue, c'est pas une tirade, il me semble bien que c'est un monologue, le monologue de Figaro, c'est à la fin, acte 5, scène 2 si ma mémoire est bonne, peut-être que je me trompe, enfin... Quand vous allez tomber sur le monologue, vous direz ok, c'est celui-là. Et bien, c'est justement ce que ça dit. Moi, je ne viens de rien. Je me suis fait tout seul. Vous, qu'avez-vous fait, monsieur le comte? Je crois qu'il est comte. À part vous donner la peine de naître. Voilà. Et vous avez là un peu, dans l'esprit des Lumières, vous avez là toute la base des futures révolutions bourgeoises, qui seront celles de 1776 aux États-Unis. Il y a un précédent corse. Voilà. Il y a eu une république de Corse pendant la guerre de 7 ans. Déjà, elle était déjà fondée sur cet esprit des Lumières, disons, naissantes. Donc j'évoquais la Révolution américaine, hein, pensez à un homme comme Benjamin Franklin. Les Lumières dans toute la splendeur de leur génie d'ailleurs, puisqu'il était inventeur, monsieur Benjamin Franklin, vous savez qu'on lui doit le paratonnerre notamment, et puis la chaise qui tourne aussi, ça c'est Benjamin Franklin. Voilà, on utilise encore aujourd'hui ces deux inventions. Donc, attends, je me suis un peu perdu, oui, et ensuite vous avez la révolution de 1789, la révolution française, conjointement d'ailleurs, c'est assez amusant, à l'élection du premier président américain, George Washington, qui n'est véritablement élu pour la première fois qu'en 1789. Or, donc cet esprit des Lumières, il croit au progrès humain, et notamment le progrès par la science et par le raisonnement, par la mathématique, par l'esprit. Par contre, il reste fondamentalement attaché au rationalisme hérité de Descartes. Et la pensée des Lumières est une pensée... alors, elle peut être extraordinairement écrite, hein, par Voltaire, par Rousseau, par Diderot, par les encyclopédistes d'Alembert, magnifiquement écrite certes, mais néanmoins profondément attachée à l'idée de raison. D'ailleurs, si on observe la relation que les Lumières ont à l'art en littérature, alors ce serait un peu vaste, je ne vais pas vous refaire tous les salons de Diderot, d'autant que du Diderot, vous en avez peut-être un peu soupé, ceux qui sont là-dessus, peut-être ça suffit, je vous laisse tranquille avec ça. Et d'ailleurs, j'évoquais le progrès, mais c'est aussi le grand progrès humain. Enfin, les Lumières sont contre toutes les injustices, notamment...
contre la plus terrible des injustices du XVIIIe siècle et puis malheureusement après, pendant la première moitié du XIXe siècle, l'esclavage. Donc, si on s'arrête à ce que dit Voltaire de la littérature, Voltaire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, Madame la Marquise, Madame la Comtesse, je ne sais plus comment elle lui dit, ne lisez que les grands. Et où sont les grands pour Voltaire? Pour Voltaire, les grands sont à chercher. Les grands sont à chercher dans le siècle précédent. Ils sont allés chercher dans le siècle classique. Enfin, qui ne s'appelle pas encore classicisme, mais ce sont eux les grands. Pour Voltaire, les grands, c'est plutôt Corneille, c'est plutôt Racine, c'est plutôt La Fontaine, c'est plutôt Molière. C'est plutôt là qu'il faut aller les chercher. Alors, les Lumières étaient de fabuleux artistes, mais ils percevaient l'art comme un moyen de diffuser leur idéologie rationaliste et scientifique. Pensez par exemple justement, parce que c'est Voltaire, il a été probablement l'écrivain le plus de théâtre. Alors on ne le lit plus du tout aujourd'hui, encore qu'il y a quelques pièces, je pense notamment au Café, ça vaut le coup à Ferney Voltaire, ils ont joué un peu de Voltaire. Voilà. Donc il reste l'un des écrivains de théâtre les plus reconnus de son temps. C'est probablement son théâtre qui a fait sa fortune à Voltaire. Donc vous pensez à Voltaire, vous pensez à Carlo Goldoni, et vous avez quand même un théâtre qui cherche déjà à se détacher des mythes gréco-romains et qui s'intéresse aux problèmes des petites gens, mais c'est quand même plutôt un théâtre comique et c'est quand même plutôt un théâtre à visée politique, et c'est par ce chemin-là que les Lumières cherchent principalement à diffuser leur idéologie. Là, j'insiste sur un point qui est historique, qui est extrêmement important. Donc, comme vous le savez, les lettres persanes, par exemple, donc, Montesquieu, 1723, si je ne me trompe pas, c'est une critique acerbe du gouvernement tyrannique de Louis XIV, c'est l'idée du regard persan, voilà, derrière les persans, on peut voir les ministres, les eunuques, je crois surtout, les ministres castrés du tyran, et la définition du tyran par Montesquieu, vous la retrouvez dans les lettres persanes. Bon, c'est des textes qui souffraient, vous vous en doutez, la censure. Vous ne trouverez, à part chez le marquis de Sade, le marquis de Sade était ce qu'il était quand même. Le marquis de Sade, c'est 40 ans de prison. Donc, foutu pour foutu, j'aurais tendance à vous dire, le mec écrivait ce qu'il voulait. À part chez le marquis de Sade, vous ne trouverez pas de pensée athée. Les Lumières, ils préfèrent dire qu'ils sont déistes, qu'il y a un grand horloger. Voilà. Sans doute Diderot n'y croyait pas beaucoup. Probablement Voltaire non plus. Même ici à Ferney, il a fait défaire une église parce que une église qui n'était plus en usage mais qui restait consacrée parce que ça gênait la vue. Voilà. Et eux, ils croient déjà en un Dieu. Retenez un peu cette idée parce qu'elle sera importante plus tard. Ils croient déjà en un Dieu qu'il ne faut plus honorer dans les temples fermés. C'est déjà l'idée de la nature comme temple de la création. Donc je disais que le premier romantisme, on pourrait rapidement penser qu'il naît en opposition aux Lumières, mais c'est une variation, le premier romantisme des Lumières. Alors, point important. Oui, ils écrivent. Oui, il y a des contes philosophiques, c'est pas du tout ce qui va le mieux marcher à l'époque pour Voltaire. Oui, il y a des essais sur l'art. Oui, il y a La Nouvelle Héloïse. Alors ça, c'est un succès de malade. Et d'ailleurs, on pourrait y voir un peu de romantisme quand même. On pourrait y voir un peu de fougue et de passion amoureuse dans cette première Héloïse. C'est de Jean-Jacques Rousseau. Oui, il écrit l'Émile. Oui, dans l'Émile, il dit mon petit Émile. Il écrit pour la petite aristocratie. C'est un traité d'éducation. Oui, mon petit Émile, tu ferais bien de chercher un métier, mon petit Émile. Parce que tout ça, ça va pas durer. Ça. Mon petit Émile, dans 10-20 ans, tu ferais bien d'apprendre à être maçon, à être charpentier, parce que les privilèges, là, mon petit Émile, quelque chose me dit que ça va pas tarder à se casser la gueule. Bref.
Le plus grand moyen de diffusion d'une idée, c'est le théâtre, mes chers. Nous le recevons très mal aujourd'hui, ce théâtre. Alors donc, bien sûr, tous ces textes écrits, ils étaient publiés en Hollande par des gens d'origine française qui, avec l'abrogation de l'édit de Nantes, avaient dû fuir leur pays et s'étaient réfugiés dans les provinces unies hollandaises qui étaient quand même connues pour leur puissante tolérance religieuse. Hein. Si vous étiez persécuté quelque part en Angleterre, en France ou en Espagne, vous filiez en Hollande, où là quand même, c'est là que sont nés les anabaptistes, tout ça, voilà, tous les mouvements un peu religieux en contradiction avec l'idée d'une religion d'État telle que vous les retrouvez aujourd'hui aux États-Unis, ils ont tous fui l'Angleterre et sont passés par la Hollande avant de se retrouver dans le Nouveau Monde, hein, pour la plupart. Donc, oui, ces anciens protestants français, devenus hollandais depuis maintenant quand même abrogation de l'édit de Nantes, depuis quelques générations, pas tant que ça, depuis grand-papy, depuis arrière-grand-papy, on est hollandais, avec des noms français, voilà, qui ont été deutschisés, je ne sais pas comment on dirait, hollandisés, je ne sais pas, germanisés, disons. Et beaucoup d'entre eux sont imprimeurs. Hein, le hollandais, par nature, est commerçant. Beaucoup d'entre eux sont imprimeurs et oui, bah, ils vont, c'est des textes qui vont glisser sous le manteau. Ça, c'est bien connu. Mais il y a une autre chose qui est importante de signifier. Alors, vous le voyez peut-être parce qu'on vous fait peut-être quand même étudier Carlo Goldoni, on vous fait peut-être aussi étudier Beaumarchais. Sachez que les dernières pièces de Goldoni, elles ont été écrites en France et en français, et on vous fait sans doute étudier Beaumarchais, le Barbier de Séville ou le Mariage de Figaro, ou les deux, voilà. Le théâtre, c'est le cinéma de l'époque. Vous vous ennuyez un samedi, où est-ce que vous allez? Bon, bah, soit vous allez voir un mec qui est en train de se faire pendre en place publique, c'était un divertissement de l'époque. Soit, en fait, vous allez au théâtre. Tout le monde va au théâtre. Toutes les classes sociales convergent vers le théâtre. On retrouvera au théâtre, en haut, la petite aristocratie. La grande aristocratie a ses théâtres privés. Hein. Vous allez par chez moi en Dordogne et vous visitez, là il y en a un très beau d'ailleurs qui vient d'être ouvert au public, je ne l'ai plus, mais si vous allez en Dordogne je vous le retrouverai, où justement, donc c'est un château du 18e, hein, véritablement, construit au 18e siècle, et alors c'est assez fabuleux parce qu'il y a à l'intérieur de ce château un magnifique théâtre privé, et il y en a aujourd'hui plus que 5 en France, parce que bon, bah, il y a eu des réflexions, il y a eu la Révolution, bref, beaucoup de choses ont été détruites et beaucoup de choses ont disparu, mais les gens avaient des théâtres privés. Hein, les gens faisaient construire des théâtres sur leur domaine, à l'extérieur. Il est unique parce que c'est un théâtre intérieur. La plupart du temps, c'était des théâtres, des théâtres extérieurs. Voilà. Donc la haute aristocratie, la grande aristocratie, fait venir les acteurs chez elle. Et les acteurs jouent ce que l'aristocratie veut. Et je ne pense pas qu'on y ait beaucoup joué le Mariage de Figaro. Par contre, mais il y a tous les autres théâtres. Et dans les autres théâtres, c'est toute la population qui vient. Ceux qui peuvent payer les gradins, petite aristocratie, bourgeoisie naissante, eh ben ils sont dans les gradins. Et puis vous avez le parterre, et le parterre est plein. Et ensuite, au XVIIIe siècle, il y a aussi eu les opéras. Ça aussi, le poulailler dans les opéras. Pensez à la flûte enchantée. La flûte enchantée, au nez de l'empereur, quand même, à Vienne, c'est un opéra franc-maçon. Beaumarchais, il a un succès fou auprès des gens dans les théâtres. Et Voltaire, il a un succès fou par le théâtre auprès des gens. Et théâtre est le plus grand diffuseur d'idéologie. Parce que les gens qui ne savent pas lire, ils comprennent la pièce. Or, au XVIIIe siècle, quand même, vous avez encore un fort taux d'illettrisme. On pense à peu près qu'à la fin du XVIIIe siècle,
60% de la population sait lire. Mais enfin, savoir lire, comme mon beau-fils qui a 8 ans. C'est pas nécessairement savoir lire Monsieur Voltaire, vous voyez, ou Monsieur Rousseau, ou Monsieur Diderot, ou Montesquieu. Non. Si je lui tends à mon petit beau-fils de 8 ans, si je lui tends les liaisons dangereuses, il va galérer, je pense. Par contre, s'il le voit à la télévision, si je l'amène au théâtre, alors son petit esprit peut comprendre immédiatement beaucoup plus de choses. Et donc, des gens qui savent très mal lire, ou tout simplement qui ne savent pas lire, ils savent écouter. Et les auteurs savent utiliser, bon, vous l'avez sans doute étudié ça avec Molière, ils savent utiliser un peu les gros fils comiques de la farce pour qu'à un moment donné, bon, bah, tout le monde se marre. Vous en avez plein quand même dans le mariage de Figaro, des chérubins qui tombent des balcons, et vous voyez, vous avez toujours à un moment donné de la grosse vanne. Voilà. Néanmoins, les gens ne savent pas nécessairement écrire, les gens ne savent pas nécessairement très très bien lire, encore que, comme je vous disais, on pense que 60% de la population française quand même à la fin du XVIIIe siècle. La stat, et voilà, on pense que quand même les gens savent un peu lire, un peu plus qu'auparavant. Voilà, il y a quand même eu une petite progression positive dans ce sens-là. Mais bon, comme je vous disais, savoir lire et savoir lire. Par contre, tout le monde sait écouter. Tout le monde sait aller au théâtre. Et quand c'est Beaumarchais, tout le monde se marre. Et quand c'est Molière, tout le monde se marre. Et quand c'est Voltaire, tout le monde se marre. Et là, vous la diffusez dans toute la population, votre idéologie des Lumières. Hein, le monologue de Figaro à la fin du mariage, mais c'est tout le monde qui l'entend. Hein, vous, qu'est-ce que vous avez fait d'autre, hein, à part vous donner la difficulté de naître, je ne sais plus exactement comment il le tourne, mais alors que moi, je trime pour rien. Voilà. On m'a fait ministre, mais j'ai préféré être acteur, parce qu'au fond, ministre, acteur, qu'est-ce que ça change, hein, vous voyez, et cette idéologie de la contestation des Lumières, elle se diffuse, ça retenez-le si vous étudiez le mariage, retenez-le aussi, mes jeunes à moi, avec Ibsen, le théâtre est le premier moteur de diffusion des idées, enfin, le premier moteur artistique, et même le premier moteur tout court, parce que tout le monde y va. Voilà. Comme aujourd'hui, tout le monde va au cinéma. Vous voulez diffuser une idée aujourd'hui, mais vous avez quand même meilleur temps de faire un film ou de faire un album de musique. Parce que tout le monde écoute de la musique. Parce que tout le monde va au cinéma. Alors que vous écrivez un essai imbitable là, que seuls 4 intellos Nouvel Obs vont lire, au fond votre idée déjà elle perd la puissance de la fiction et elle se réserve à une petite élite pensante. Alors que le théâtre, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et c'est comme ça, et c'est à travers le théâtre que se diffusent, premièrement, les idées des Lumières. Mais parallèlement à ce premier bouillonnement au sein de la population, hein, cette première passion politique naissante, qui sera également une passion romantique, hein, il ne faut pas opposer les Lumières au romantisme. Attendez, je vais faire une petite pause pour bien restructurer mes idées et bien expliquer ça.